Monsieur le Président, bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans vos appartements privés. Ma première question est toute simple. Comment allez-vous? Comme des milliers et des milliers de Français, après une opération, disons, assez sérieuse, il m'a fallu 3 semaines, un mois, avant de retrouver vraiment une aisance pour mes gestes de la vie quotidienne, mes déplacements. Je suis quand même présidé au Conseil des ministres et préparé chaque fois ce type de rencontre. Bon, maintenant, depuis 10 jours, je mène une vie normale, je veux dire une vie de travail normale. C'est-à-dire que votre période de convalescence est terminée? Elle est terminée, du moins je le souhaite. Quand le prochain bulletin de santé... Les mêmes Français dont je vous parlais savent qu'il faut un petit bout de temps avant de retrouver l'élan d'équilibre. Et dans la situation où je suis, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que je réponds à beaucoup de sollicitations de politique extérieure, de politique intérieure. Bon, donc, je dis maintenant, il ne faut plus me poser la question, ça va, et je fais mon travail, j'essaie de le faire le mieux possible. Peut-être serais-je conduit à me ménager un peu plus, j'en faisais un peu trop sans doute. Bon, maintenant, n'en parlons plus. Enfin, si vous voulez m'en parler. Deux petites choses quand même. Quand sera publié le prochain bulletin de santé? Oh ben, en décembre, comme chaque fois. C'est tous les 6 mois. Donc, vers la mi-décembre, à peu près, il faudra que les médecins et les professeurs qui se sont occupés de moi s'arrangent pour publier à temps le bulletin de santé que je dois aux Français, comme je leur ai promis en 1981. Justement, à propos du bulletin de santé, vous avez opté pour la transparence depuis le début et cela a été apprécié. Alors si vous voulez bien, on va continuer un peu dans cet esprit. Je t'en prie. Au mois de juillet, le 22 juillet précisément, le 22 juillet dernier, il y a eu un bulletin de santé qui a été signé par votre médecin personnel, le docteur Gubler. Ce bulletin indiquait des résultats tout à fait normaux. Le 11 septembre, vous avez subi cette intervention chirurgicale. Est-ce que cela veut dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire en juillet, vous ne connaissiez pas votre mal, ou alors est-ce que vous n'en étiez pas assez sûr pour en informer les Français? Je crois que c'est cela. Il y a je ne sais combien de temps, 1 an peut-être, 1 an et demi, certains signaux étaient apparus qui avaient été indiqués dans le communiqué, qui avaient alerté un certain nombre de spécialistes. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait quelque chose d'anormal qui s'était produit. Mais c'est au mois d'août, alors là, il y a eu une accélération. J'étais soit à Paris, puisque les vacances ne sont pas très longues quand on fait ce que je fais, soit dans les Landes. Et je peux dire les choses comme elles sont, quand j'ai beaucoup souffert. Je voulais attendre le référendum du 1 septembre, j'ai pas tenu le coup, quoi. Ça n'a pas été possible. Enfin, j'ai tenu au moins jusqu'au 3 septembre, date de l'émission que je faisais avec Guillaume Durand. Et à partir de là, le processus s'est accéléré à une telle allure que les médecins ont estimé nécessaire d'intervenir. Vous ne souffrez plus, Monsieur le Président? Non. Vous savez, on a quand même depuis la petite infirmière qui se trouve là la nuit, avec une vigilance formidable, toujours disponible, puis les autres, jusqu'au professeur titré, dont la réputation n'est plus à faire, et qui à l'hôpital Cochin s'est occupé de moi, les chirurgiens. C'est-à-dire que j'ai trouvé un milieu médical, j'ai eu la chance, moi, de trouver un milieu médical remarquable, disponible, bienveillant, et je ne peux que les en remercier. Donc, en 1980... je ne souffre pas. Non. En 1980, vous aviez déclaré, dans la fonction que j'occupe, les ennuis de santé ne doivent pas nuire à l'exercice de la fonction. C'est une question de morale politique. Ah oui, si ça se gâte. Alors justement, si les médecins vous indiquaient une évolution difficile, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que je ne pourrais pas continuer d'assumer mes fonctions en raison d'une évolution
plus rapide, plus brutale, d'une maladie qui n'a pas bonne réputation, je pense que j'aurai quelques difficultés à exercer mon mandat, puis il faut que j'ai la tête libre. Bon, si je suis là ce soir et si je suis président de la République en exercice, c'est qu'on n'en est pas là. Alors, donc, a priori, votre état physique vous permet, vous venez de nous l'expliquer, est-ce que psychologiquement, oui, évidemment, bien sûr, permet. mais est-ce que psychologiquement, vous avez le désir d'aller jusqu'au bout? Est-ce que par moment, vous ne vous dites pas, après tout, il y a bien d'autres choses dans la vie? Si, ça m'arrive. Mais ça m'arrivait avant déjà. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai sollicité un mandat. Il m'a été accordé à 2 reprises. Aucune raison de ne pas accomplir le devoir qui m'a été confié. On y reviendra sûrement sous une autre forme. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est si vous n'avez pas envie de décrocher, quoi. Pas du tout. Les États-Unis viennent d'élire un nouveau président, Bill Clinton. Il a 46 ans et il a un vice-président de 44 ans. Alors, est-ce que vous pensez C'est que bien ça. Est-ce que vous pensez que la France a aussi besoin d'une nouvelle génération de dirigeants? Oh, je ne veux pas faire un mauvais coup à tous ceux qui prétendent à ma succession. Vous imaginez si je disais il faut absolument maintenant mettre des gens comme là-bas, il ne faut pas qu'ils aient atteint 50 ans. Ah, voilà, c'est un désastre pour quelques-uns des principaux candidats virtuels. Bon, non, je pense qu'à n'importe quel âge on peut. Mais quand la génération change comme cela, moi j'éprouve un certain plaisir. Je me dis, j'aimais bien George Bush, à bien des aspects, c'est un homme qui connaissait bien l'Europe, qui traitait la France très correctement, qui était de relations personnelles agréables et confiantes. Donc je ne dis rien, mais c'est vrai que l'arrivée d'une nouvelle génération aux États-Unis d'Amérique laisse annoncer qu'on va passer avec la fin de ce siècle et le début de l'autre à d'autres tempéraments, à d'autres caractères, à d'autres façons de voir. Et justement, c'est pas si mal. Ça donne pas quand même un petit coup de vieux, je m'excuse, l'expression est un peu familière, mais à l'ensemble des dirigeants français? Il y a des dirigeants français qui sont de l'âge de M. Clinton, de M. Gore. Il y en a d'autres qui sont plus âgés, j'en fais partie, mais moi, comme je ne suis candidat à rien, la question ne se pose pas pour moi. Au-delà du changement de génération, il y a un vrai changement sur le fond aux États-Unis qu'ont manifesté tout de même les Américains. C'est-à-dire que c'est un changement politique, oui. Politique, tout à fait, Monsieur le Président. Alors, par exemple, les Américains ont été sensibles au discours de M. Clinton, qui était au fond un discours de quoi? De générosité, de solidarité, qui tranchait un peu avec le discours économique et l'efficacité économique. Alors, ces changements aux États-Unis, mais est-ce qu'au fond, nous aussi, on n'a pas envie d'entendre aujourd'hui un autre discours moins économique, qu'on souligne moins les performances économiques, même si elles sont souhaitables et si on les reconnaît. Vous avez raison. Et un peu de solidarité, ça ne ferait pas de mal aux Français? Je crois que vous avez raison. Il y a beaucoup plus de solidarité due à notre législation et à la façon de faire des parlementaires au cours de toutes ces années. Je ne dis pas simplement depuis 12 ans, même avant. La France dispose d'une législation sociale, éducative, de santé, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais au total, malgré tout, beaucoup plus avancée, évoluée qu'aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a une solidarité nationale et une présence de la puissance publique, de l'État. On ne laisse pas tout au hasard de la concurrence et des intérêts privés. Mais est-ce qu'on règle mieux les problèmes pour autant? Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Est-ce qu'on les règle mieux? La santé, nous aussi, on a des problèmes. Le chômage, on a des problèmes. L'éducation, ça ne marche pas très bien non plus, au fond. Non. À mon avis, pas de comparaison possible. Et c'est ce qu'ont senti les Américains. Et ils ont écouté les paroles de Clinton lorsqu'il a dit santé, éducation, sécurité sociale, même si ce ne sont pas les termes qu'il a employés, solidarité en tout cas, sont nécessaires désormais à notre société. Et elles sont nécessaires à leur société comme à la nôtre. Et nous aussi, il faut faire des progrès. Nous sommes plus avancés depuis des décennies et des décennies. La culture politique française est plus portée vers ces problèmes que la culture américaine. Mais nous avons aussi des progrès à faire. Il faut savoir. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on paye une politique économique du franc fort par un déficit social, justement? Je ne le pense pas, non. Je pense que la durée de l'actuelle dépression économique mondiale, la durée de cette stagnation, alors qu'on attendait à tout moment, on annonce encore d'ailleurs, pour
le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois, un retour à la croissance. Qui met du temps. Hein. Qui met du temps, voilà. Ça désespère un peu les gens. Mais la France, grâce à cette politique, menée notamment par M. Bérégovoy, s'est mise en situation, tout le monde reconnaît d'ailleurs dans le monde, qu'elle est dans la situation la meilleure pour saisir au passage tout phénomène de croissance possible. Et comme cette croissance ne se produit pas, ou pas assez, on a le droit de dire, on s'interroge, on dit, mais après tout, est-ce que cette politique est à la bonne? Oui, justement, parce que le discours de M. Clinton, solidarité, j'allais dire, c'est un discours de gauche, qu'on n'entend plus beaucoup en France, même chez les socialistes. Oh non, non. On est injuste, là. Non, c'est injuste. Mais moi, les discours pour ça sont pas en peine. Hein. Il faudrait voir davantage d'action. C'est la réalité, alors. Vous souhaitez davantage d'action dans le social? Oui, naturellement. Oui, davantage. C'est pas une critique à domaine, l'égard du gouvernement oui. qui ont ma confiance. Mais comme je vois qu'on a bien réussi sur le plan de notre redressement économique, je voudrais bien voir les Français en profiter. Qu'est-ce qui manque, par exemple, précisément? Qu'est-ce qu'on pourrait... Il faut que ça redémarre sur le plan international. Et surtout, disons les choses, aux États-Unis d'Amérique. Il faut que l'on détende la politique des taux d'intérêt élevés pratiqués en Allemagne, mais aussi pratiqués en France. Mais nous sommes tenus souvent par non pas tellement par des règles, mais par les puissances économiques voisines. On est obligé d'en tenir compte. Donc, je souhaite vivement que l'on reste, surtout après les élections législatives du mois de mars, que l'on ait des majorités qui soient disponibles pour tout progrès social, après avoir tiré avantage d'une situation économique meilleure qu'ailleurs. Depuis 6 ans se déroulent un certain nombre des négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis dans le cadre du GATT, c'est-à-dire l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Ces négociations sont bloquées aujourd'hui, et notamment elles sont pas bloquées, non. Elles sont bloquées. On a le sentiment quand même qu'on n'avance pas très vite, moins vite que prévu. On discute, quoi. C'est une négociation, mais très dure. Et on a le sentiment que la France bloque ces négociations parce qu'elle fait passer ses intérêts, et notamment ses intérêts agricoles. Alors est-ce que c'est pas la lutte du pot de terre contre le pot de fer? Faisons attention à cela. Si l'on veut bien réfléchir à ce problème, il faut se dire qu'un accord commercial mondial est non seulement utile, mais nécessaire. Je souhaite que l'on arrive à un accord. Je le souhaite d'autant plus que l'isolement d'un pays comme la France, s'il devait se produire, ce n'est pas le cas aujourd'hui, serait pour la France très dangereux. Il ne faut pas en arriver là. Mais il ne faut pas aussi que les Américains qui sont en cause se disent nous arriverons à isoler la France au sein de la communauté, donc dans le reste du monde, alors on peut y aller. On ne peut aboutir à un accord que s'il est global et que s'il est équilibré. On ne peut pas nous demander de renoncer à ce qui fait le cœur de l'économie française. Et il n'y a aucune raison de sacrifier des catégories aussi importantes que celles qui sont en cause, le monde agricole, certes, mais beaucoup d'autres, car nous demandons aussi des équilibres sur des services de transmission, sur les systèmes bancaires, enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels le GATT, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et la négociation commerciale mondiale sur le commerce et les transactions, ne s'occupe que de l'agriculture. La première fois qu'on m'en a parlé, c'était en 1985, c'était M. Reagan. Je débarque à Bonn pour une réunion au sommet des 7 pays industrialisés les plus importants, et un hélicoptère me prend là et m'amène, j'étais au courant, mais dans l'heure précédente seulement, dans une dépendance de l'ambassade américaine où m'attendaient M. Reagan et les principaux dirigeants américains. La première question qui m'est posée, celle-là, il dit il faut que la France accepte que les négociations commerciales commencent immédiatement sur l'agriculture. La situation était un peu difficile parce que nous avions en même temps à répondre à la question américaine sur ce qu'ils appelaient à l'époque, rappelez-vous, la guerre des étoiles sur le plan militaire. Et dans les deux cas, je ne pouvais que dire non. Non pas non à la négociation sur l'agriculture, mais non
à une négociation mondiale qui ne s'appliquerait qu'à l'agriculture. Il y a des domaines industriels, de services, de propriété. On a quand même le sentiment que nous-mêmes nous mettons l'agriculture au premier plan et que nous laissons peut-être un peu tomber les autres secteurs, notamment ceux des services. On a un peu l'impression qu'on cède, et peut-être pour des raisons électorales, à des demandes abusives des agriculteurs. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Mais pas au point d'être injuste à l'égard des autres disciplines industrielles. Est-ce que ça peut bloquer éternellement cette négociation qui est très importante? Il faut bien que quelqu'un cherche un accord honnête. Pour cela, il faut faire des concessions. On en a déjà fait. Les Américains en ont fait quelques-unes, pas assez. Est-ce qu'on va en Et faire c'est tout encore le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on va en faire de nouvelles? J'espère bien que les Américains en feront. Et nous? Ça dépend desquels, je ne demande à voir. C'est vrai que c'est l'Europe qui C'est pas négocie. bloqué. C'est l'Europe qui négocie. Donc on parlait de la solidarité européenne. Jusqu'où va aller cette solidarité européenne? On sent bien que les Britanniques trouvent qu'il vaudrait mieux conclure un accord assez rapidement. Les Allemands nous soutiennent encore. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Tout à fait. Mais combien de temps cette solidarité européenne va déjouer? Est-ce que la France ne va pas être finalement isolée dans cette C'est négociation? ce que je vous disais tout Voilà. à l'heure. Pour Combien de l'instant, temps? tel n'est pas le cas. Non. Tel n'est pas le cas. Les deux discussions principales portent à la fois sur la négociation dont nous parlions, agriculture, services, secteur industriel, propriété industrielle, etc. Et d'autre part, c'est pas exactement lié, mais ça lié en même temps, sur les oléagineux. Alors il faut savoir que la France s'est quand même mise dans un mauvais cas. Si ces discussions ont lieu aujourd'hui, si elles sont si difficiles, c'est parce qu'en 1962, pour les protéo-oléagineux, pour les oléagineux, à l'époque c'était surtout le soja, mais on peut parler de colza, de tournesol, etc. C'est parce que la politique agricole commune venait d'être adoptée entre les 6 pays de l'Europe de la communauté, il y en avait que 6 à l'époque, c'était le traité de Rome en 1957, la politique agricole c'était en 1962, et en 1962 les Américains ont dit comment, vous prenez des mesures qui ont une allure protectionniste, nous voulons une compensation, et ils ont obtenu du gouvernement de M. Pompidou, en fait c'était sous la présidence du général de Gaulle, ils ont obtenu que les produits oléagineux américains puissent entrer, par exception, sur le marché commun européen sans payer de taxes. Naturellement, c'était l'envahissement. Et en 1967, ça a recommencé. C'était le débat sur les céréales. Et les Américains ont dit, oui, mais alors vous vous accordez des avantages de caractère protectionniste. Nous sommes pour un libéralisme total. Ça, c'est dans les paroles, dans les actes, ça ne se passe jamais tout à fait comme ça. Et nous demandons une situation particulière pour ce qu'on appelle les produits de substitution, c'est-à-dire les produits qui se substitueront aux céréales, notamment pour la nourriture des animaux. Je pense au gluten de maïs et bien d'autres choses qui représentent des sommes considérables. Et alors, nos producteurs, à nous, se sont trouvés dans la difficulté de voir arriver par millions de tonnes ces produits, et donc eux, à ne pas les vendre et à ne pas les fournir pour la nourriture animale. Bon. Donc en 62 et en 67, on a consenti à cela. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, il faudrait que les Américains consentent à revenir sur les avantages qu'ils ont reçus à l'époque, car ils ne peuvent pas, sur chaque négociation, reprendre les mêmes avantages. S'ils poursuivent dans leur menace de rétorsion, notamment augmentation de 200% des droits de douane sur les produits français, produits européens en général, produits, oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à des contre-rétorsions? Je pense que si les Américains passent à l'exécution, oui, bien entendu. Le débat actuel est de savoir si on doit dès maintenant prévoir ces mesures de rétorsion pour le mois de décembre. Et c'est le débat qui a lieu aujourd'hui à Bruxelles et autres. La France l'a demandé. Mais ce qui importe Les surtout... partenaires n'ont pas l'air très très favorables à cette idée. Ils préfèrent attendre de voir les Américains passer à exécution. Moi, je pense qu'il faudrait mieux prendre nos précautions. Enfin, ce n'est pas un débat de fond, ça. Le débat de fond, c'est de savoir si la communauté est décidée à défendre ses intérêts le jour venu. Alors justement, on parlait de cette solidarité européenne difficile dans ces négociations du GATT. Il y a l'Europe en général, Monsieur le Président, et on a l'impression que cette Europe d'après Maastricht ne va pas très bien. Il y a un élément surtout qui est important, c'est pour la ratification du traité. On n'est pas encore après Maastricht. La ratification du traité, alors disons, qui on n'en est pas prend du après retard. Maastricht. La ratification du traité, la procédure prend du retard. Mais oui, c'est pas... Elle n'a pas pris de retard. Elle en prendra à partir Du 1er janvier janvier 1993. 1993. C'était la Comment date d'application, elle ne jugez-vous sera pas...
Comment jugez-vous la décision justement de la Grande-Bretagne de reporter au printemps prochain Je la la juge ratification? mal. Voilà, Je la juge mal. inacceptable. Mais elle n'est pas surprenante. Sur tous les grands accords européens de ces dernières années, nous avons connu ce même genre de difficultés avec la Grande-Bretagne, et déjà avec le Danemark. Mais enfin, le référendum danois de l'autre fois, je parle là de l'acte unique, peu importe, du marché sans frontières, le référendum avait été favorable. Mais je me souviens du débat avec Mme Thatcher à Luxembourg, fin 1985, sur ce fameux accord dit d'acte unique. Jusqu'aux dernières minutes d'un débat qui avait duré des heures et même des jours, l'Angleterre était contre. Et finalement, pour éviter d'être isolée, elle a fini par accepter. Monsieur Major, lui, a donné son accord à Maastricht. Il y a sa signature au bas du traité. Donc je pense qu'il tiendra sa parole. S'il était mis en minorité, il ne pourrait rien. Le pauvre, hein, ça peut arriver à chacun d'être minoritaire dans son pays. Mais tel n'a pas été le cas jusqu'ici. Peut-être est-il tenu à une certaine prudence. Peut-être voudra-t-il obtenir quelques délais supplémentaires. C'est ce que je crois comprendre lorsqu'il dit on se décidera quand les Danois auront changé de position. Ça, c'est pas admissible. C'est pas admissible. Comment est-ce que vous pouvez protester? Je le lui dis et je le lui dirai, ça m'arrive de le rencontrer. Et il y aura un Conseil européen à Édimbourg au mois de décembre. Non, ça, c'est pas... Mais on n'est pas encore au 1er janvier, donc il ne faut pas préjuger la décision finale de M. Major, qui au demeurant avait semblé dire, il y a bien peu de temps, que la Grande-Bretagne se serait prononcée avant le 1er janvier. Bon, on va être raisonnable. L'imprécision dans laquelle il s'est placé, en disant après la décision danoise, n'est pas acceptable parce que ça pourrait durer autant que voudraient les Danois. Et dans ce cas-là, les Danois sont maîtres de la décision de l'Europe. C'est pas acceptable non plus. 6 mois, 12 mois, on attendra 1994? Non. S'ils ont besoin d'un délai de quelques semaines en 1993, après le 1er janvier, je veux bien. Quand je dis je veux bien, au nom de la France. Mais pas plus. On a quand même l'impression qu'on s'est un peu précipité, du coup, nous. On s'est pressé, les autres ne prennent pas tant d'égard, ils prennent leur temps. Pas tous, non, pas tous. Certains, en tout cas, cas, oui, pas les été Anglais. les premiers à nous prononcer. Et il fallait donner le bon exemple. Monsieur le Président, il y a une affaire qui, vous le savez... Et là, vous savez, les autres, à l'exception de la Grande-Bretagne, se seront prononcés avant le 1er janvier. Donc il y aura 10 pays sur 12, c'est un pronostic facile à faire, qui auront accepté Maastricht dans les délais prévus. Monsieur le Président, il y a une affaire, vous le savez, qui préoccupe, je dirais même qui bouleverse tous les Français, c'est l'affaire du sang contaminé. Alors, il y a eu au fond une loi d'indemnisation, un procès, un jugement, et les Français ont l'impression d'abord de ne pas tout savoir, deuxièmement que toute la justice n'a pas été faite sur cette affaire. Alors, les politiques sont-ils responsables et les politiques doivent-ils être jugés? D'abord, je vous dirais qu'il ne m'appartient pas de décider qui est responsable, et qui est coupable et qui ne l'est pas. Ce n'est pas de ma compétence et je ne me le permettrai pas. Je peux en revanche constater, admettre des défaillances, comme on dit depuis quelque temps, des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'État. Et dans ce cas-là, il faut les corriger. La première pensée qui vient à l'esprit, mais je ne veux pas ajouter des mots les uns après les autres. C'est un drame épouvantable pour ces familles qui perdent l'être qu'ils aiment après avoir fait confiance. Fait une transfusion va sauver et elle tue. Bon. Et, puisque je suis président de la République, je voudrais au moins que chacune des familles frappées sache que un immense désarroi, une immense force de solidarité nationale, une sorte de, comment dirais-je, de pardon de la nation à leur égard, leur est dû. Je ne voudrais rien quand on se trouve devant la mort de quelqu'un qu'on aime ou dans une famille amie, comme on se sent impuissant.
à traduire et la peine qu'on éprouve et la possibilité d'apaiser en quoi que ce soit la douleur des autres. Et pourtant, aussi, on se rend compte que, aussi peu qu'on fasse, aussi malhabile qu'on soit pour le dire, si l'autre sait qu'on l'aime et que sa douleur, même si on ne peut pas l'éprouver autant, on souffre pour elle de ce malheur. Et ça, il faut que les Français frappés le sachent. Mais vous me diront, mais ça ne suffit pas. Voilà, ça c'est des bons sentiments. Après tout, les bons sentiments, on en est abreuvé, c'est vrai, tout le monde fait des déclarations de ce genre. On a raison de le faire. Mais ce qu'il faut, c'est prendre des décisions qui permettent soit de réparer le dommage autant qu'il est réparable, et il est si peu réparable. Mais enfin, tout de même, soit éviter certaines situations matérielles, corriger certaines situations matérielles, soit bien corriger les erreurs et le cas échéant, les sanctionner. Il y a le domaine de la justice, vous l'avez dit, pardonnez-moi de vous répéter. La justice s'est prononcée, elle va d'ailleurs continuer de s'intéresser à l'affaire. Très bien, c'est son domaine, je n'ai même pas le droit d'intervenir dans ce domaine-là. La justice doit être indépendante. Mais dès lors que des hommes, des hommes à circonstances, ont été déjà sanctionnés, punis par de la prison, peine sévère, qui prouve ces gens qui n'ont pas le sentiment souvent d'avoir été vraiment coupables, mais objectivement, ils étaient là pour empêcher ce genre de désastre. Et ils ont plutôt, c'est la justice qui le dit, contribué à l'aggraver. Ils ont sanctionné. Alors les politiques. Moi, je n'ai pas à dire tel ou tel est coupable. Mais j'ai à veiller à ce que les institutions fonctionnent de telle sorte que, d'une part, dans un ministère, il soit plus possible, surtout celui de la santé, comme l'a fait remarquer M. Kouchner récemment, qui ne s'en est pas pris aux personnes, du tout, c'est pas son genre d'ailleurs, mais qui s'est attaqué déjà à réformer un ministère qui fonctionne mal. On vient bien de le voir, et à quel prix? Il a parlé de laxisme, effectivement. Ben, c'est vrai que lorsqu'on décide qu'il n'y aura plus de prélèvement sanguin dans les prisons et que ça continue, pas d'une façon générale, mais dans trop de prisons, et encore récemment, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, le laxisme si vous voulez, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas assez à ce qu'on fait, et sans doute les structures administratives sont-elles trop faibles. Bon, il faut corriger ça. Et sur le plan du rôle d'un ministre, c'est aux assemblées qui désignent les membres de la Haute Cour de justice, c'est aux assemblées de prendre leurs responsabilités. Mais vous voulez dire que vous êtes favorable? Je suis prêt à répondre à vos questions sur le problème de la Haute Cour et des éventuelles réformes constitutionnelles qui seraient nécessitées par une transformation de la Haute Cour et par toutes les autres transformations nécessaires dans notre République. Justement, Monsieur le Président, on se pose quand même, on revient sur le fonctionnement des ministères, parce que c'est très important quand même. Vous avez vous-même parlé de ce mot à la mode qui est dysfonctionnement, mais c'est vrai, est-ce qu'un ministre n'est pas de toute façon complètement responsable de son administration? Est-ce qu'un ministre, même dans un monde moderne, difficile, ne doit pas complètement être soumis ou refuser au contraire la dictature entre guillemets des experts? Il y a une responsabilité politique forte de toute façon des ministres sur leur administration. Je veux être aussi juste que possible. Je ne veux pas céder aux passions et aux modes. Je m'interroge. Je me dis, si j'avais été ministre de la Santé en 1984, et si personne ne me dit clairement, transfusion sanguine, ça ne marche pas, il y a un danger mortel pour des centaines et des centaines de personnes, si personne ne me le dit, suis-je responsable en conscience? Non. Suis-je responsable parce que j'exerce cette fonction? C'est-à-dire, responsable, dois-je rendre compte? Parce qu'ignorant ou bien qu'ignorant, disait Bernard Kouchner. Dois-je rendre compte? J'admets que ce soit normal qu'on me le demande. Concrètement, cela veut dire que vous souhaiteriez, ou que ce serait la logique, que les
3 ministres mis en cause. Je ne suis pas entré dans le cas des personnes. Ce n'est pas du tout mon rôle. Il y a des hommes politiques qui sont mis en cause aujourd'hui. Il y a des hommes politiques. Pardonnez-moi, je vais vous répondre très clairement. D'une part, il y a la justice qui s'en est pris, qui a demandé des explications à toutes les personnes que l'on sait, Et il y aura des les médecins, les fonctionnaires. Et d'autre part, il y a des demandes pour que les ministres qui avaient la fonction de veiller au ministère de la Santé soient traduits en haute cour. Comment est-ce que ça pourrait se faire, cela? Par une demande. Cette demande a d'ailleurs été formulée au Sénat. Tout à fait. Alors on dit il faut donc traduire devant la haute cour de justice les ministres qui se sont trouvés responsables de la direction de cette administration qui a mal marché au moment voulu, c'est-à-dire au moment où on aurait pu épargner des vies humaines. Et vous trouvez ça logique? Ce que je veux dire, c'est que premièrement, les deux articles de la Constitution, l'article 67 et l'article 68, qui prévoient la création et la compétence de la Haute Cour de justice, sont deux articles boiteux, bâtards, mal fichus. Ils recouvrent à la fois les crimes de haute trahison, ça c'est le président de la République, ou bien de complot contre la sûreté de l'État. C'est arrivé dans l'histoire. On a vu Déroulède, Boulanger, on a vu pendant la Première Guerre mondiale Caillot, etc., traduits devant ces hautes cours. Mais on a ajouté par la suite, 4e et 5e République, les crimes et les délits commis par des ministres pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais ça, ce sont des choses qui relèvent plutôt du droit commun. Donc, je voudrais être clair, je sais bien que c'est toujours un peu difficile de parler longtemps à la télévision, on risque d'être confus. J'essaie d'être clair. Cet article 67 et 68 mélange le crime de haute trahison, de complot contre la sûreté de l'État, avec des incriminations de droit commun que tout autre Français peut avoir à connaître. Alors, en fait, c'est une ambition telle qu'elle n'est jamais réalisée. Savez-vous que la Haute Cour de justice, prévue par ces articles 67 et 68, depuis 1958 par exemple, il y a eu 9 législatures. On a élu 9 fois des assemblées nationales. Une assemblée nationale. Et il n'y a eu de Haute Cour de justice que dans 3 de ces législatures. C'est-à-dire que à 6 reprises, on n'a pas désigné de Haute Cour de justice. Comme si les députés se disaient, ça ne sert à rien. C'est vrai que ça n'a pas servi à grand-chose, car il n'est jamais arrivé qu'un ministre soit traduit. Il y a eu des tentatives, elles n'ont pas abouti. Mais Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas réformé ces 2 articles plus tôt? Vous êtes bien conscient, vous nous expliquez clairement qu'ils ne fonctionnent pas. Pourquoi à ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas pris des mesures de révision constitutionnelle plus tôt? Est-ce qu'à chaud, on n'a pas le sentiment que c'est une réforme sur mesure pour éventuellement contourner la Constitution aujourd'hui? Vous me parlez de cela un peu trop tôt, laissez-moi vous apporter la deuxième partie de ma réponse. D'abord, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt? C'est vrai, j'aurais pu faire tout dans les 6 premiers mois, avoir la tête pleine des réformes constitutionnelles nécessaires. Dans les 11 années. J'ai annoncé, personne ne l'a fait avant moi. Non. Bon. J'ai annoncé l'an dernier que je proposerai une révision constitutionnelle pour 1992, enfin que j'aborderai ce sujet en 1992. Je le fais et je le fais avec vous. Si vous voulez qu'on continue cette conversation. La Haute Cour de justice n'est qu'un élément parmi d'autres. Mais pour la Haute Cour de justice, je pense qu'une réforme de cette Haute Cour est indispensable. Il n'est pas possible que les ministres jouissent d'une impunité, d'un privilège de juridiction qui fasse que par carence, puisqu'il n'y a pas de Haute Cour, les membres, les jurés de la Haute Cour ne sont pas désignés, ou bien quand ils sont désignés, jamais le problème de droit commun, crime ou délit ne vient devant elle. Ça veut dire qu'en fait, depuis 1958, j'imagine bien qu'il y a quand même des ministres qui ont commis aussi des erreurs avant 1992.
Aucun d'entre eux n'a eu à rendre compte de ces actes. Donc en fait, ces articles consacrent l'impunité ministérielle. Donc il faut changer ça. Donc je demanderai, mais je vais élargir mon propos dans un instant, je demanderai qu'on modifie ces articles de la Constitution sur la Haute Cour de justice. Qui doit juger, à votre avis, Monsieur le Président, alors? Qui doit juger les ministres? Les jurys Ce n'est pas le sujet. Seulement, il appartient à l'Assemblée nationale, le Sénat l'a fait, de désigner ses représentants à la Cour de justice. Je crois qu'il en a 12 à nommer. Les socialistes, apparemment, n'ont pas désigné les leurs, bloquent un peu la procédure. Ce n'est pas les socialistes. Il y a eu 6 législatures, vous avez dit tout à l'heure, sur 9. Monsieur le Président, Sur ces législatures, il y avait 5 législatures dirigées par des majorités de droite. La dernière fois qu'un ministre est arrivé au seuil de la Haute Cour, c'est une loi d'amnistie qui l'a empêché de comparaître. Donc, il a bien regretté, il a bien regretté d'ailleurs. Peut-être, mais en tout cas, il aurait mieux valu qu'il y aille. pas seulement le mauvais fonctionnement de la Haute Cour, c'est aussi un certain nombre parfois de facteurs extérieurs. Oui, facteurs extérieurs, mais en réalité, la Haute Cour n'a jamais fonctionné. Jamais. Jamais. Et personne ne l'a demandé. Et en 1963, quand on a demandé une interpellation à la Cour de cassation, on a maintenu cette disposition parce que je comprends bien qu'on ne voulait pas que les ministres puissent rendre compte de leurs actes. Eh bien, moi, je le veux. Si vous le voulez, c'est là peut-être. Et je souhaite réformer la Constitution. Mais, je dis à ceux qui m'entendent et qui ne doivent pas en tirer la conclusion qu'on ne fera rien, je dis, tant qu'elle n'est pas réformée, la Constitution, il faut l'appliquer. Ce qui veut dire que le devoir actuel consiste à élire les membres de la Haute Cour de justice et à la faire fonctionner normalement jusqu'à ce qu'une réforme soit adoptée. Il faudra du temps sans doute et beaucoup de débats parce que, comme vous le savez, les opinions des différents partis politiques ne sont pas très semblables dans la matière. C'est dire, Monsieur le Président, que vous souhaitez que donc la formule actuelle joue, c'est-à-dire que Monsieur Fabius, Madame Dufoy ou Monsieur Hervé, s'il y a saisine... Non, ce n'est pas moi. S'il y a comme il... Je n'établis aucune... Non, pas du tout, je pense... C'est aux assemblées de désigner les personnes. Tout à fait. Non, mais s'il y a une procédure qui se met en route, vous souhaitez effectivement qu'elle soit appliquée. Si une procédure se met en route, elle ne peut se mettre en route que selon les termes de la Constitution, c'est-à-dire d'abord que les députés soient élus dans des conditions déterminées, je ne vais pas m'attarder là-dessus, pour siéger à cette haute cour, que cette haute cour puisse siéger valablement et qu'elle se saisisse des cas dont on la chargera, dont les assemblées la chargeront. Ça, ce n'est pas la responsabilité du président de la République, c'est la responsabilité du Parlement. Alors, je ne dis pas monsieur un tel, madame une telle, monsieur un tel. Bien entendu, je sais très bien de quoi on parle. Mais je dis que les personnes qui seront désignées par le Sénat et par l'Assemblée nationale dans des conditions identiques, car ce sont des décisions qui doivent être prises dans les mêmes termes dans les deux assemblées, seront soumises aux lois actuelles, c'est-à-dire aux articles 67 et 68 détestables, mais qui ont été acceptés par le peuple en 1958. Non. Mais il faut se dépêcher de la réformer. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait, par exemple, avant les législatives. Il faudrait, par exemple, que... Si vous voulez bien qu'on englobe cette conversation dans celle qui peut sur la révision constitutionnelle. Ne faisons pas un sort à part à cette réforme. Mais on peut en parler tout de suite. Tout à fait. D'un mot quand même, Monsieur le Président. Vous pensez qu'au fond, les trois ministres, l'ancien Premier ministre, ont intérêt, au fond, à s'expliquer? Non, mais dans leur intérêt, ce que souhaite Laurent Fabius. Personne. Non, mais Laurent Fabius souhaite être... Est-ce que vous pensez qu'au fond, quand on est mis en cause, on a intérêt à Je ne veux pas parler des personnes. Les assemblées désigneront qui elles voudront, accuseront qui elles voudront. Et ces personnes se défendront. Je pense qu'il est préférable pour quiconque de faire valoir sa défense et d'être acquitté, ce qui lave absolument. Mais je ne veux pas entrer dans les problèmes. Je ne veux pas entrer dans les problèmes de personne. Vous me dites y compris M. Fabius. Je vous dis que je refuse de répondre à cette question. M. Fabius n'a d'ailleurs pas été cité par le Sénat. Donc, il faudrait peut-être d'ailleurs que plusieurs anciens premiers ministres, dans ce cas-là, rendent compte de la même façon, car ça s'étale sur pas mal d'années tout cela. Vous voulez parler de... Mais non, ce que je veux dire simplement, c'est que le Premier ministre, s'il doit être mis en cause, cela relèvera de la responsabilité du Parlement, et pas de la mienne. Mais je dis simplement que s'il est mis en cause, alors il faudra appliquer les règles actuelles de la Constitution, qu'il faudrait d'autre part se hâter de réformer. Alors cette réforme, est-ce que c'est clair? Tout à fait, Monsieur le Président. Vous comptez inclure dans cette réforme
les autres thèmes que vous avez certainement, abordés, d'autres. c'est-à-dire Le débat sur le mandat présidentiel et sa durée, ça peut être alternatif, ceci ou cela, mais il faut s'attaquer au problème. Tout le monde en parle, ça intéresse tout le monde. Tout le monde trouve que, je dis plusieurs Pas fois, désintéressé. tout le monde dit que 7 ans, c'est long, et 14 encore plus, si on est réélu. vous l'avez dit Bon, vous-même. alors, personnellement, je trouve qu'on n'a quand même pas tort. 14, c'est long. Ça veut dire que vous êtes favorable à 5, 6 Non, je n'ai pas ou dit 7. ça. Non, non, Alors, ça, il y a c'est vous 3 qui êtes thèses. voté. On vous pose la question Non, non, parce ce qu'on n'est a, on a pas- du mal un petit je peu à le voir dirais. clair. Non, vous n'avez pas. C'est très clair. Est-ce que vous Je êtes dis qu'il favorable faut remanier. Oui, mais pour quel type Mais de mandat ce n'est pas à êtes-vous vous que je le favorable dirai, figurez-vous. Ce n'est pas à vous ce soir que je le dirai. Et pourquoi? Parce que j'ai l'intention de faire des propositions sur 5, 6 ou 7 points constitutionnels. Je ferai connaître mes propositions au président des assemblées, au président du Conseil constitutionnel et à telle ou telle personnalité dont l'avis me paraîtra utile. Et ces personnalités seront saisies de mon projet avant le 30 novembre de cette année. Nous sommes le 9. De telle sorte que ce projet devra ensuite être soumis à une procédure d'examen. Je souhaite, mais ça a déjà été dit, on ne s'est pas trompé sur mes intentions, je souhaite, comme ça s'est fait, mais dans des conditions différentes, en 1958, pour la Constitution qui nous régit actuellement, qu'un comité consultatif constitutionnel se mette en place. Peut-être sur des bases comparables, des parlementaires et des juristes. C'est donc une réforme de très grande ampleur. C'est la 6e République que vous préparez? Non, je ne vais pas jusque-là parce que je ne rassemble pas les articles principaux de la Constitution. Je voudrais surtout établir un meilleur équilibre. Par le mandat présidentiel, s'il y a une majorité pour ça, s'entendre sur une mesure particulière, ce qui ne sera pas facile. Par des relations entre l'exécutif, gouvernement, président, et le Parlement. Le judiciaire. La justice est indépendante, mais quelquefois, elle en doute elle-même. Eh bien, qu'on fasse ce qu'il faut pour que nul ne puisse en douter. Conseil supérieur de la magistrature, rôle du parquet. Je traiterai ce problème. Le référendum? Référendum, je pense qu'on peut en élargir le champ, sous contrôle. C'est-à-dire qu'il faut que le Conseil constitutionnel puisse quand même donner son avis pour qu'on ne tombe pas sur des propositions farfelues. Enfin, je pense qu'il faut revenir sur la proposition que j'avais faite, qui a été recalée à l'époque, sur le droit de saisine, c'est un peu compliqué ça, de tout citoyen, que tout citoyen puisse se plaindre d'une loi qui lui semblera nuire à sa liberté. Que ce ne soit pas réservé, cette plainte-là, à des parlementaires ou à des personnes qualifiées. Mais que tout citoyen qui dit cette loi-là, elle brime mon droit, ma liberté, je me plains. Je suis déjà habitué à cela puisque j'ai fait adopter par la France les institutions européennes en matière de cour européenne qui étaient jusqu'alors refusées. C'est-à-dire que tout citoyen français peut aujourd'hui se plaindre devant la Cour européenne. Je veux qu'il puisse se plaindre devant son Conseil constitutionnel. Bon, bien entendu, là aussi, certaines précautions doivent être prises. Voilà, il faut aussi nettoyer la Constitution. Vous savez qu'il y a un tas de domaines complètement périmés. Je pense à l'Union française, la communauté française, ça n'existe plus, ça encombre la Constitution. Il faut la nettoyer. Donc il faut l'équilibrer, il faut la nettoyer. Et particulièrement l'équilibrer par une révision de la Haute Cour de justice. Le calendrier, Monsieur le Président, si je comprends bien, avant le 30 novembre, vous faites des propositions que vous soumettez au président des deux assemblées. Mes propositions en ordre, ce ne sera pas difficile parce que j'y ai pensé depuis déjà quelque temps. Vous les soumettez? Parce que je pense que mon devoir est de traiter de ces choses d'abord avec les gens dont c'est la charge. Donc avec les présidents des deux grandes assemblées, le président du Conseil constitutionnel, telle et telle personne qualifiée, représentant des groupes parlementaires. C'est normal, il faudrait trouver. Je serais le premier à trouver déplaisant
que ce type d'annonce soit faite comme ça, ailleurs et autrement. Mais à partir du 30 novembre, ces propositions seront publiques. Et ensuite, Et dans ce cas, vous pourrez m'interroger, Alors, si vous voulez, autant que vous voudrez, le calendrier, Monsieur le sur la Président. suite des choses. Si une commission se met en place, travaille, réfléchit, comment ça se passe après? Est-ce qu'on peut Un imaginer comité consultatif. un comité consultatif, Oui, voilà, oui. réfléchit. Vous attendez des propositions à quelle date, sur quelle échéance, ouais, avant les législatives? Non, Non. je ne fais pas d'illusions. pendant la cohabitation Le éventuelle, plus tôt serait le mieux. Mais si ce n'est pas 3 mois, ce serait avant les élections législatives. Si c'est 6 mois, ce serait après. Vous savez, ce n'est pas une affaire de majorité ou de législature. C'est l'affaire de la République. Les institutions doivent être assainies, doivent être nettoyées, doivent être équilibrées. Eh bien, moi, je fais confiance à toute majorité pour choisir la meilleure solution. Alors, mes propositions seront là, alors, elles seront acceptées ou elles seront refusées, on verra bien, et on jugera sur pièce. Vous savez bien, Monsieur le Président, on va dire que vous relancez ce débat en pleine campagne des législatives. On va vous accuser. Mais là, le calendrier tombe comme ça. Je l'ai dit l'année dernière. Ce n'est pas donc une invention de dernière minute. Deuxièmement, je ne fixe pas de délai. Je ne dis pas votez cela avant les prochaines élections, puisque je sais très bien des objections qui me seraient faites par les formations d'opposition. Non, je dis, prenez votre temps si vous voulez. Moi, je voudrais bien achever cette œuvre avant la fin de mon septennat. Hein, pendant ma présence, parce que c'est une chose qui me tient à cœur. ça veut dire que s'il y a une réforme du mandat, elle ne modifiera pas votre Ah, ça, mandat. c'est une autre chose. Vous entrez dans le vif du sujet, des Parce que réformes vous en parliez question. de la fin de Oui, votre ça, vous septennat, êtes- ça veut dire qu'on c'est va toujours jusqu'au très bout de précis. votre Vous voulez- septennat. Vous voulez toujours que je vous réponde à vous d'abord, avant M. Monory et M. Moi, il y a des Emmanueli. Français qui nous regardent. Hein? Oui, non, mais les Français seront patients. Ils sont déjà peut-être très contents de savoir que dans 3 semaines, la République saura à quoi s'en tenir sur d'éventuelles modifications de ses institutions. Mais je ne les modifie pas de fond en comble. C'est pour ça qu'on ne peut pas Quand parler. même, c'est important, Monsieur on le peut pas Président. parler. C'est important, c'est pas de fond en comble. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de 6e République. Maintenant, si quelqu'un veut en parler, moi ça ne me gêne pas. Alors, Monsieur le Président, si vous imaginez ce calendrier, ça se terminera par un référendum. J'imagine que vous consulterez les Français sur cette réforme constitutionnelle. C'est selon. C'est selon. Il y a des dispositions qui ne sont pas du tout du ressort du référendum et d'autres qui pourraient en relever. D'une façon générale, il s'agira de propositions qui relèveront surtout de la décision du Congrès, c'est-à-dire des parlementaires réunis et se prononçant à une majorité qualifiée des 3/5, comme on l'a fait pour la révision de la Constitution préalable à l'approbation du traité de Maastricht. Donc, si il y a ce grand chantier, ce calendrier sur plus d'une année, évidemment, ça veut dire que vous acceptez la cohabitation. Sur plus d'une année, je ne sais pas moi. Je me sens hors d'état de dire au comité consultatif puis aux parlementaires réunis en congrès, décidez-vous avant les élections législatives. Ça pourrait même apparaître comme un procédé Ça va qui prendre n'est beaucoup pas, de temps, alors, qui n'est pas peut-être. dans mon esprit. Ça prendra un peu de temps, c'est quand même normal, c'est une affaire sérieuse. Ça n'en prendra pas trop, je l'espère. D'abord, je pense que la future Assemblée, maintenant si ça se décide avant, ce sera encore mieux. Mais je pense que la future Assemblée aura quelques hâtes, par exemple, à modifier la Haute Cour de justice. Je pense qu'elle sera heureuse de pouvoir renforcer les garanties de l'indépendance de la magistrature. Je pense que cette nouvelle Assemblée désirera, je pense, comme je le désire moi-même, améliorer les relations entre l'exécutif et le législatif, faire que le Parlement dispose de plus de latitude pour exercer son rôle. Elle sera peut-être préoccupée par la durée du mandat présidentiel aussi, cette assemblée d'opposition. Ça l'occupe toujours beaucoup, ça, Alors, naturellement. en tout cas, si vous mettez ce calendrier en route, Oui. ça veut dire que vous entrez dans la logique d'une cohabitation, Monsieur le Président. Mais cette logique, c'est pas moi qui la souhaite, c'est pas moi qui l'impose. Si les Français décident d'avoir une majorité de couleurs différentes de celle d'aujourd'hui, je m'inclinerai comme je l'ai fait déjà en 1986. Alors, C'est le peuple qui décide. est-ce Moi, que- je suis là pour exécuter ces décisions. Monsieur le Président, vous savez que certains se demandent au fond si cette cohabitation, vous la supporterez comme vous l'avez supportée une première fois. Est-ce que vous pourrez, Oui, je certains l'ai disent supportée. aujourd'hui, l'assumer parce que l'opinion a un peu changé à l'égard de la cohabitation, vous le voyez bien, les Français sont plus partagés, Oui, l'opposition s'affirme beaucoup plus On ne peut pas dure. tout faire selon les sondages. En réalité, la cohabitation
a fonctionné de telle sorte que, moi, contrairement à ce que je lis dans beaucoup d'articles ou de déclarations, je n'ai jamais empêché le gouvernement de l'époque d'exercer sa fonction. J'ai refusé de signer des ordonnances. Je n'étais pas obligé de le faire, j'ai refusé. J'ai, en revanche, et là j'étais contraint de le faire, sans que j'aurais été en somme en état de forfaiture, telle n'est pas mon intention, toutes les lois qui ont été adoptées et les lois qui me déplaisaient, qui ont été adoptées par la nouvelle majorité. Telle est ma disposition d'aujourd'hui. Pardonnez-moi d'être un peu répétitif, mais la Constitution, toute la Constitution, y compris la Constitution révisée. Rien que la Constitution, c'est mon devoir, je le ferai. Vous avez eu une formule... Je ne l'appelle pas de mes voeux. Non. Vous l'admettrez. Mais politiquement, vous pourrez l'assumer à votre avis, même s'il y a 400 députés de droite, une opposition très dure. Votre cote de popularité qui a baissé récemment, qui a baissé de 9 points et qui peut-être ne remontera pas d'ici là. Qui sait, hein? Qui sait, vous avez peut-être raison, hein? Bon, bien, j'aborderai ce sujet avec une très grande patience, une très grande sérénité. Président de la République, j'ai en principe devant moi près de 2 ans et demi. J'accomplirai mon rôle autant que mes forces me le permettront. Et si j'ai à affronter quelques tempêtes, disons que j'en ai l'habitude. Monsieur le Président, vous aviez eu une formule en 1985. Vous vous souvenez, vous aviez dit « Je ne resterai pas inerte ». Alors, cette fois, la cohabitation sera sans doute différente parce que les temps sont différents, les circonstances sont différentes. Est-ce que la formule est toujours valable ou est-ce qu'il y en a une autre? Qui sait? Oh, ben, inerte, ce serait vraiment offenser ma fonction. Le président de la République d'aujourd'hui n'est pas la borne à laquelle on attache son char, comme le disait Georges Clemenceau naguère. Le président de la République a un rôle à jouer, et il doit le jouer dans le cadre de la Constitution, pas davantage. Alors par exemple, comment choisirez-vous votre Premier ministre? En 1986, vous aviez dit qu'il représenterait la volonté populaire. On a entendu Raymond Barre hier qui disait, selon lui, le Premier ministre ne doit pas être hostile au président. Alors quel est le profil qui vous toute tierait? liberté de choix. Toute liberté de choix. Mais je considère que l'honnêteté qui préside à la vie d'une république me conduira naturellement, d'ailleurs ce serait stupide parce qu'il n'y aurait pas de majorité, me conduira naturellement à appeler un Premier ministre appartenant à la nouvelle majorité. Donc c'est celui qui aura, soyons simples, le plus de députés, etc. Non, vous avez tout à fait libre choix. Tout à fait libre choix. Il faut quand même qu'il ait une majorité à l'Assemblée. Oui, d'accord. Enfin, ça, j'espère que c'est à lui de s'arranger. Hein. Monsieur Balladur, par exemple, si le RPR arrive en tête. Vous êtes d'une curiosité. C'est notre métier. Hein? Oui, c'est une curiosité. Mais je n'en sais rien moi-même. D'abord, je ne sais pas s'il y aura cohabitation. Je ne sais pas qui gagnera les élections, même si je suis un lecteur attentif de vos articles et des sondages. Je vois bien un peu comment les choses tournent. Enfin, rien n'est jamais joué. Et ensuite, laissez-moi réfléchir quand je verrai les choses quand elles se seront produites. Vous avez l'impression que... Je serai honnête avec le suffrage universel. Vous avez l'impression que le Parti socialiste vous aide en ce moment pour éviter cette cohabitation? Je n'ai pas d'opinion à vous exprimer sur le Parti socialiste. C'est un parti qui vous est cher quand même, Monsieur le Président. Bon. Absolument, et les socialistes me sont chers. Alors, en ce moment, justement, il y a un débat au sein du Parti socialiste qui ne vous a évidemment pas échappé. Certains disent qu'au fond, il faut faire du PS table rase, reconstruire un autre mouvement 20 ans après. Bon, alors, est-ce que vous êtes un peu favorable à ça? On peut faire autre chose et autrement, c'est sûr. Comment, par exemple Non, c'est à vous poser la question au responsable du Parti socialiste, ce que je ne suis plus. Non, mais je suis contente de donner comme ça un conseil, un avis, et on peut faire autrement. Il faut faire autrement. Pas se répéter. Moi, j'ai fait ça il y a exactement 21 ans. Bon, je ne vais quand même pas demander aux responsables actuels du Parti socialiste de faire de l'imitation qui donnerait un mauvais tableau. Non, il faut qu'ils s'adaptent aux circonstances. Mais il ne faut pas qu'ils abandonnent, ils ne sont pas prêts à le faire d'ailleurs. Leur idéal qui s'exprime par quelques grandes idées, quelques grands choix, je ne dis pas un programme, par quelques grandes orientations. Et le socialisme ne peut pas être confondu depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, quelles qu'aient été les évolutions des temps, ne peut pas être confondu avec le libéralisme intégral que l'on nous propose d'autre part. Et par exemple, à propos du PS, quand on voit que, on parlait de M. Balladur, mais c'est vrai que c'est l'opposition en général aujourd'hui est en train de reprendre les thèmes. Balladur est un homme très estimable. Tout à fait, mais quand on voit l'opposition reprend les thèmes de la réforme, de la morale, qui était au fond...
Ah oui, c'est des thèmes du Parti thèmes de la socialiste, gauche, oui. c'était des thèmes de la gauche, Monsieur le Président, que la Je sais, gauche se parce fait que- reprendre oui, aujourd'hui. parce que la droite s'est rendu compte que c'était des bons thèmes. Mais vous pensez que la gauche n'aurait pas aussi aujourd'hui des choses à dire dans ce Je domaine, pense l'impression que qu'elle si. laisse échapper? Je pense que si. J'espère que si. Je ferai mon possible pour qu'il en soit ainsi. Un petit mot comme ça, aujourd'hui, au fond, si vous étiez un jeune homme politique, vous seriez socialiste ou vous seriez écolo? Oh, je serai socialiste, je pense. Oui, socialiste. L'écologie, c'est une mode ou... Non, ça représente une volonté, une espérance qu'il était nécessaire d'introduire dans la vie politique française. Parce que les partis politiques classiques s'étaient un peu désintéressés de cette relation entre l'homme, muni de toutes les forces de la science et de la nature, et ne s'était pas rendu compte qu'en détruisant la nature, il se détruisait lui-même, il détruisait son milieu vital, son humus. Et donc, c'était une politique qui lui était nuisible à lui-même pour sa santé et pour son équilibre. Donc je trouve que c'est tout à fait normal qu'on défende des idées écologistes. Maintenant, je pense que tout parti politique, qu'il soit de droite ou de gauche, doit pouvoir le comprendre et donc insérer dans son programme des vues de caractère écologiste, même s'il ne porte pas ce nom. Enfin, moi, je n'ai pas à choisir entre les partis. Ce sont les Français qui feront ça dans pas longtemps. Vous allez, Fin mars. vous, Hein, fin mars, c'est pas... vous allez vous mêler à la campagne? Vous allez participer à la campagne? J'examinerai, je vais voir ça. J'ai toujours dit quelques mots là-dessus. Je ne cacherai pas mes préférences. On s'en doute un peu. Hein? Si on s'en doute, faut-il que je me taise. Pourtant, Si on s'en doute, vaut mieux que je confirme. vous aviez montré quelques agacements sur la façon dont le Parti socialiste était conduit, vivait, notamment sur la loi sur la corruption. Vous soutiendrez le Parti socialiste alors que Mais pourtant tout ne vous plaît pas? C'est toujours que vous allez trop vite et trop loin. Ce qui est vrai, c'est que je reste intimement lié à ceux dont j'ai partagé la vie politique, dont j'ai assumé la responsabilité principale, qui sont comme ça, mes amis de pensée et d'action. Ça ne veut pas dire pour autant que j'approuve bouche bée tout ce qui se fait. Certains semblent se détourner de vous. Ça, c'est de l'ingratitude. Vous n'appelez pas ça ingratitude. J'appelle ça la marche normale de la vie. Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes un peu déçu par... Hein? Bon, voilà. Donc vous êtes déçu. Non, je vous dis, ça vous est jamais arrivé? Répondez-moi. Tout à fait. Ça vous est jamais arrivé? Bon, ça m'arrive à moi aussi. Hein? Et quand on dit ça, vous pensez sûrement à quelque chose. Je crois que nous allons vous remercier, Monsieur le Président de la République, de cet entretien. Vous nous avez donné quelques informations importantes, notamment sur la réforme constitutionnelle. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je crois que les rôles sont mieux répartis comme ça.